Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition en séance. Exceptionnellement, direction le Parlement européen et non pas l'hémicycle du Sénat, car nous vous proposons de revivre aujourd'hui le discours d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Mercredi dernier, devant le Parlement donc réuni à Strasbourg, elle a prononcé un discours sur l'état de l'Union, l'occasion d'évoquer la flambée des prix de l'énergie après l'invasion de l'Ukraine par la Russie et au moment où une inflation galopante menace l'économie du continent. Elle a promis, par exemple, de découpler le prix de l'électricité de celui du gaz. La présidente de la Commission a dit vouloir soutenir la création d'un nouveau fonds de souveraineté européen et elle s'est dite favorable à la convocation d'une convention européenne pour modifier les traités européens. On écoute Ursula von der Leyen. Thank you, Merci beaucoup, Madame le Président, Mesdames et Messieurs les députés, chers Européens. Jamais auparavant, ce Parlement n'a débattu de l'état de l'Union alors que la guerre faisait rage sur le sol européen. Et nous nous souvenons tous, ce matin de février, les gens se sont réveillés dans l'Union, consternés par ce qu'ils voyaient, bouleversés par la face du mal, hantée par les sons des sirènes et la brutalité de la guerre. Mais dès ce moment-là, tout un continent s'est levé en solidarité. Aux frontières, les réfugiés ont trouvé des abris. Nos rues se sont remplies de drapeaux ukrainiens. Dans les salles de classe, les enfants ukrainiens ont trouvé de nouveaux amis. Dès ce moment-là, les Européens ont agi. Ils n'ont pas hésité. Ils ont trouvé le courage de faire ce qu'il fallait. Et à partir de ce moment-là, notre Union, dans son ensemble, s'est levée et a relevé le défi. Il y a 15 ans, lors de la crise financière, il nous a fallu des années pour trouver des solutions durables. 10 ans plus tard, lorsque la pandémie nous a frappés, ça ne nous a pris que des semaines pour agir. Mais ici, cette fois-là, dès que les troupes russes ont passé la frontière et ont envahi l'Ukraine, notre réponse était unie, déterminée et immédiate. Et je pense que nous pouvons en être fiers. We have brought Europe's inner strength. Nous avons fait ressortir la force intérieure de l'Union européenne et nous aurons besoin de cette force parce que l'avenir ne sera pas facile, qu'il s'agisse des familles qui ont du mal à joindre les deux bouts, les entreprises qui ont des choix difficiles à faire concernant leur avenir. Et soyons clairs, soyons sûrs d'une chose, il y a encore beaucoup de choses en jeu, beaucoup de choses que l'on doit faire, pas juste pour l'Ukraine, mais pour l'ensemble de l'Europe et pour le monde dans son ensemble. Et on va être mis à l'épreuve par ceux qui veulent exploiter toute once de division entre nous. Il ne s'agit pas juste d'une guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine. Il s'agit également d'une guerre de l'énergie, une guerre de l'économie, une guerre contre nos valeurs. C'est une guerre contre notre avenir. Il s'agit d'autocratie contre la démocratie. Et je suis ici convaincue qu'avec le courage nécessaire et avec la solidarité nécessaire, Poutine échouera et l'Ukraine et l'Europe vont l'emporter. Aujourd'hui, le courage a un nom. Et ce courage porte le nom de l'Ukraine. Le courage a un visage. Et ce visage, c'est le visage des hommes et des femmes ukrainiennes qui se lèvent et qui tiennent tête à l'invasion russe. Moi, je me souviens qu'au début de l'invasion, lorsque la première dame ukrainienne, Olena Zelenska,
a rassemblé les parents des enfants ukrainiens tués par l'envahisseur, des centaines de familles pour lesquelles la guerre ne se terminera jamais et pour lesquelles la vie sera jamais la même. On a vu la Première Dame mener une foule silencieuse de pères et de mères dévastés, accrocher des ballons dans les arbres, un par enfant tué. Des cloches, ces cloches vont sonner pour toujours et toujours. Les victimes innocentes de cette guerre vont continuer à vivre dans nos mémoires. Et oui, elle est ici avec nous aujourd'hui. Chère Olena Zelenska, il a fallu un courage énorme pour résister à la cruauté de Poutine, mais vous avez trouvé ce courage et une nation de héros est apparue. Aujourd'hui, l'Ukraine est forte parce que tout un pays s'est battu, rue après rue, maison après maison. Et ces derniers jours, on voit que le courage des Ukrainiens porte ses fruits. L'Ukraine est forte parce que des gens comme votre mari, le président Zelensky, ont pris la tête de la résistance avec vous et avec vos enfants. Vous avez donné du courage à toute une nation, à tout un pays. Vous avez donné une voix à votre peuple sur la scène mondiale. Vous nous avez donné de l'espoir à tous. Et maintenant, nous voulons vous remercier, vous et tous les Ukrainiens. Gloire à un pays de héros européens. Slava Ukraini. La solidarité européenne avec l'Ukraine va rester inébranlable. Elle a été depuis le premier jour. Depuis le premier jour, nous avons été aux côtés de l'Ukraine, avec des armes, avec des crédits, avec des hôpitaux pour les réfugiés et les sanctions les plus fortes, les plus fermes que le monde ait jamais vues. Le secteur financier de l'Ukraine est sous perfusion. Nous avons couper les 3/4 du secteur bancaire russe des marchés internationaux. 1000 entreprises internationales ont quitté le pays. La production de voitures a baissé de 75% par rapport à l'année dernière. Aeroflot doit garder ses avions au sol parce qu'il n'y a plus de pièces de rechange. L'armée russe doit prendre des puces dans les frigos et dans d'autres appareils ménagers pour fixer leurs véhicules parce qu'il n'y a plus de semi-conducteurs. Et c'est le Kremlin qui a mis l'économie russe sur la voie de l'oubli. C'est le prix que la destruction de Poutine fait payer au peuple russe. Que les choses soient claires, les sanctions sont là et vont rester. Il faut nous montrer déterminés, il ne faut pas chercher l'apaisement. Il faut que les choses soient très très claires. Ça vaut également pour notre soutien financier à l'Ukraine. Jusqu'à maintenant, Team Europe a fourni plus de 19 milliards d'aides financières, sans compter le soutien militaire. Et on va continuer à le faire. La reconstruction de l'Ukraine demandera énormément de ressources. Les frappes russes ont par exemple détruit plus de 70 écoles. 1,5 million d'enfants ukrainiens ont commencé leur année scolaire dans l'Union européenne. Mais beaucoup d'autres enfants ukrainiens n'ont simplement pas de salle de classe pour suivre leurs cours. Et, chère Olena, hier vous m'avez dit que tous les jours, lorsque les parents envoient leurs enfants à l'école, ils leur donnent non seulement leur cartable, mais également une trousse d'urgence avec de l'eau, de la nourriture, des bandages, des soutiens, des sous-vêtements, des chaussettes. Imaginez que le matin, vous envoyez vos enfants à l'école sans savoir
si vous allez vous retrouver l'après-midi après l'école. Alors, chère Olena, je vous annonce que nous allons travailler avec vous pour soutenir la réparation des écoles ukrainiennes. Nous allons vous fournir ce dont vous avez besoin, 100 millions d'euros, parce que l'avenir de l'Ukraine commence à l'école avec les enfants. On ne va pas juste vous soutenir financièrement, mais également vous aider à utiliser pleinement votre potentiel. L'Ukraine a déjà un hub technologique. Il y a beaucoup de compagnies petites, intelligentes, et je voudrais vraiment mobiliser tout notre marché intérieur pour accélérer la croissance et créer des opportunités. S'il vous plaît, rappelez-vous, au mois de mars, nous avons connecté l'Ukraine à notre réseau électrique. C'était prévu pour 2024, nous, on l'a simplement fait en 2 semaines. Et aujourd'hui, l'Ukraine exporte de l'électricité vers l'Union européenne. Donc, je voudrais étendre ce partenariat commercial mutuellement bénéfique. Nous allons intégrer l'Ukraine dans notre zone de roaming. Notre solidarité, c'est notre grand succès. Et la Commission va travailler avec l'Ukraine pour aller même plus loin encore et pour garantir à ce qu'il y ait un accès sans faille dans le marché intérieur. Notre marché unique, c'est l'une des plus grosses success stories de l'Union européenne. Nous connaissons son pouvoir. Maintenant, il faut que ce soit également une success story pour nos amis ukrainiens. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais à Kiev pour discuter avec le président Zelensky et de montrer quel est le potentiel du marché intérieur et quel est le potentiel qu'il recèle pour l'Ukraine. Chers députés, il y a une leçon qu'on doit tirer de cette guerre. On aurait dû écouter ceux qui connaissent Poutine, Anna Politkovskaya et tous les journalistes russes qui ont exposé les crimes et qui ont payé le prix ultime. À nos amis en Ukraine, Moldavie, Géorgie et l'opposition au Bélarus, on aurait dû écouter les voix au sein de notre union en Pologne, dans les pays baltes et dans les pays d'Europe centrale et orientale. Ils nous disent depuis des années que Poutine n'allait jamais s'arrêter et ils ont agi en fonction de cela. Nos amis baltes ont travaillé dur pour mettre fin à leur dépendance de la Russie. Ils ont fortement investi dans les énergies renouvelables, dans les terminaux GNL, dans les interconnecteurs. Ils savent que ça coûte un prix, mais la dépendance des combustibles fossiles russes coûte beaucoup, beaucoup plus cher. Donc nous devons nous débarrasser de cette dépendance que nous avons partout en Europe. Vous savez qu'on a accepté d'avoir des stockages conjoints. Nous dépassons même nos objectifs, 84%, mais malheureusement, ce ne sera pas suffisant. Nous devons diversifier nos ressources. Nous devons nous écarter de la Russie, aller vers des fournisseurs plus fiables, l'Algérie, la Norvège, les États-Unis. Il y a 2 chiffres intéressants. L'année dernière, le gaz russe représentait 40% de notre gaz importé. Maintenant, on n'est qu'à 9%. Mais on voit également que la Russie continue à manipuler activement notre marché de l'énergie. Ils préfèrent brûler le gaz plutôt que de l'envoyer en Europe conformément au contrat qui existe. Donc, ce marché ne fonctionne plus. Et en plus de cela, la crise climatique pèse fortement sur nos factures. Les canicules ont fait exploser la demande d'électricité, les sécheresses ont fermé les centrales hydrauliques et autres, et les prix ont explosé 10 fois plus qu'avant la pandémie. Joindre les deux bouts devient extrêmement difficile et inquiète des millions d'entreprises de ménages de l'Union européenne. Mais nous voyons également comment les Européens font face à ce défi, notamment les salariés en Italie, dans les usines céramiques qui ont décidé de travailler tôt le matin pour bénéficier des prix bas de l'énergie. Et imaginez les mères et les pères
parmi ces gens-là qui doivent quitter leur maison très tôt parce que les enfants dorment encore à cause d'une guerre qu'ils n'ont pas choisie. C'est un exemple parmi tant d'autres d'Européens qui s'adaptent à la nouvelle réalité. Et je veux que notre Union prenne exemple sur ces gens. Réduire la demande lors des heures de pointe nous permettra d'étaler la consommation et réduira les prix. Voilà pourquoi nous proposons des mesures pour que les États membres réduisent leur consommation générale d'électricité. Et ensuite, un soutien ciblé est nécessaire pour les PME, comme les verriers en Europe qui ne peuvent plus allumer leur four, ou alors pour les parents isolés qui ont à faire face à une facture après l'autre. Des millions d'Européens ont besoin de soutien. Voilà pourquoi nous proposons un plafond pour les recettes des entreprises qui produisent de l'électricité à faible coût. Ces entreprises font des bénéfices dont ils n'avaient jamais rêvé et ne me comprenaient pas mal dans notre économie de marché social. Les profits, c'est bien, les bénéfices, c'est bien, mais en ces moments-ci, il est difficile d'accepter qu'il y en ait qui tirent profit de la guerre et qui fassent des méga bénéfices sur le dos des consommateurs. Il faut que les bénéfices soient partagés et qu'ils parviennent à ceux qui en ont le plus besoin. And therefore our proposal... Voilà pourquoi notre proposition comprend également les producteurs de combustibles fossiles qui doivent donner une contribution de crise. 140 milliards d'euros seront dégagés ainsi pour amortir la crise. Ce sont des mesures d'urgence, des mesures temporaires sur lesquelles nous travaillons, y compris la discussion sur les plafonds du prix du gaz. Nous devons continuer à travailler sur les prix du gaz plus bas. Donc, d'un côté, nous devons garantir la sécurité de l'approvisionnement. De l'autre, nous devons garantir la compétitivité mondiale, la sécurité de l'approvisionnement parce que le gaz doit quand même encore arriver dans l'Union européenne. D'un autre côté, si ce gaz est trop cher, ça nuit à notre compétitivité mondiale. Donc, nous allons développer avec les États membres un train de mesures pour tenir compte de la nature spécifique de nos relations avec les fournisseurs. Fournisseurs peu fiables comme la Russie, on va les laisser de côté pour passer vers des fournisseurs fiables comme des amis norvégiens. J'ai décidé avec le Premier ministre historien de créer une task force pour que les équipes travaillent ensemble sur la mesure dont nous pouvons réduire le prix du gaz. Autre question importante. Today, our gas markets have changed dramatically. Aujourd'hui, les marchés du gaz ont changé de façon draconienne. Nous avions des pipelines en abondance. Il faut augmenter le nombre de gaz. Mais le TTF, le benchmark utilisé sur le marché, ne s'est pas adapté. C'est pour ça que la Commission va travailler à établir un étalonnage plus représentatif, un benchmark plus fiable pour les échanges sur ce produit. Et dans le même temps, on sait que les compagnies énergétiques sont confrontées à de graves problèmes de liquidité. Sur le marché, à terme, nous allons travailler avec les régulateurs de marché pour atténuer ces problèmes en modifiant les règles sur le nantissement. Et des mesures seront prises pour limiter la volatilité intra-jour des prix. Et le cadre d'aide sera modulé en octobre en permettant les garanties tout en préservant des conditions égales pour tous. C'est très complexe. Ce n'est pas du tout une question triviale, mais je dois dire que ce ne sont que les premières mesures. Nous faisons face à des crises immédiates, mais il faut également porter notre regard plus loin. Et par conséquent, le marché de l'électricité qui se fonde sur le principe du mérite ne correspond plus aux besoins des consommateurs.
Les consommateurs devraient pouvoir bénéficier des avantages des renouvelables à faible prix. Par conséquent, il faudra découpler la domination du gaz sur le prix de l'électricité. C'est pour cela qu'une réforme profonde et globale du marché de l'électricité sera effectuée. Mesdames et messieurs, il y a un point important. Il y a 50 ans, dans les années 70, le monde a fait face à une autre crise des énergies fossiles. Certains d'entre nous s'en souviennent. Il y avait des week-ends sans voiture pour économiser l'énergie. Et pourtant, on a continué à cheminer sur le même chemin. On ne sait pas d'effet de notre dépendance vis-à-vis du pétrole. Et pire, il y a eu de grandes subventions des énergies fossiles. Ça, c'était erroné. Erroné sur le plan climatique, mais également au regard des finances publiques et pour notre indépendance. Et nous continuons à payer le prix de ce choix-là. Seuls quelques visionnaires ont compris que les vrais problèmes, le vrai problème, c'était les énergies fossiles elles-mêmes et non pas leur prix. Parmi eux, il y avait nos amis danois. Lorsque la crise pétrolière a frappé, le Danemark a commencé à investir dans l'éolien. Ils ont mis en place des mesures permettant de créer des dizaines de milliers d'emplois et de bâtir cette industrie. C'est cette voie qu'il faut suivre. Pas de solution dans la hâte. Non, changer de paradigme, faire le saut vers l'avenir, ça doit être notre principe aujourd'hui face à cette crise également. La bonne nouvelle est que cette transformation nécessaire a commencé. Elle a lieu en mer du Nord et en mer Baltique, où nos États membres ont massivement investi dans l'éolienne en mer. Elle a lieu en Sicile, où la plus grande usine solaire d'Europe produira bientôt la toute dernière génération de panneaux solaires. Et elle a lieu dans le nord de l'Allemagne, où les trains régionaux roulent désormais à l'hydrogène vert. L'hydrogène peut changer la donne pour l'Europe. Nous devons passer du marché de niche au marché de masse pour l'hydrogène. Et avec REPowerEU, nous avons doublé notre objectif. Nous voulons produire 10 millions de tonnes d'hydrogène renouvelable d'ici 2030. Pour y parvenir, nous devons créer un animateur de marché pour l'hydrogène afin de combler le déficit d'investissement et de mettre en relation l'offre et la demande future. C'est pourquoi je peux annoncer aujourd'hui que nous allons créer une nouvelle Banque européenne de l'hydrogène. Elle aidera à garantir l'achat d'hydrogène, notamment en utilisant les ressources du Fonds pour l'innovation. Elle pourra investir 3 milliards d'euros pour aider à construire le futur marché de l'hydrogène, et c'est ainsi que nous allons bâtir l'économie du futur. C'est cela notre pacte vert pour l'Europe. Et nous avons tous vu au cours des derniers mois à quel point le pacte vert est important. L'été 2022 restera dans les mémoires. Nous avons tous vu les rivières asséchées, les forêts en feu, la chaleur extrême. Et la situation est bien plus grave que cela. Jusqu'à présent, les glaciers des Alpes ont servi de réserve d'urgence pour des rivières comme le Rhin et le Rhône. Mais comme les glaciers d'Europe fondent plus vite que jamais, les sécheresses futures seront beaucoup plus graves. Nous devons travailler sans relâche à l'adaptation climatique et faire de la nature notre premier allié. Et c'est pour ça que notre Union poussera pour un accord mondial ambitieux pour la nature lors de la conférence des Nations Unies sur la biodiversité qui se tiendra à Montréal cette année. Et nous ferons de même lors de la COP 27 à Sharm el-Sheikh. Mais à court terme,
Nous devons aussi être mieux équipés pour faire face au changement climatique. Aucun pays ne peut lutter seul contre les phénomènes météorologiques extrêmes et leurs forces destructrices. Cet été, nous avons envoyé des avions de la Grèce, de la Suède ou d'Italie pour combattre les incendies en France, en Allemagne. Mais comme ces événements deviennent plus fréquents et plus intenses, l'Europe aura besoin de plus de capacités. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'annonce que nous allons doubler notre capacité de lutte contre les incendies au cours de l'année prochaine. L'Union européenne achètera 10 avions amphibies légers et 3 hélicoptères supplémentaires pour compléter notre flotte. Voilà la solidarité européenne en action. Honourable members. Mesdames et Messieurs les députés, les dernières années ont montré ce que l'Europe peut faire lorsqu'elle est unie. Après une pandémie inédite, notre production économique a dépassé les niveaux pré-crise en un temps record. Au départ, on n'avait aucun vaccin et finalement, on a obtenu 4 milliards de vaccins qui peuvent sauver la vie pour l'Europe et pour le monde. En un temps record, on a mis sur pied Shoah de façon à ce que les entreprises, même si elles étaient face à des difficultés, gardent leurs employés. On a connu la pire des récessions depuis la Seconde Guerre mondiale. Et on a opéré la reprise la plus rapide après le boom de l'après-guerre. Et tout cela a été possible parce que nous tous, on s'est retrouvés derrière le plan de relance commun. Next Generation EU a été un coup de pouce à la confiance de notre économie. Et ça ne fait que commencer. Jusqu'ici, 100 milliards ont été dépensés à destination des États membres, c'est-à-dire que 700 milliards n'ont pas encore afflué dans notre économie. Next Generation EU garantira un flux continu d'investissement au soutien à la croissance et des emplois. Il s'agit d'aider les économies, mais cela signifie qu'il y a un changement qui est en cours. On finance des parcs éoliens, des trains à grande vitesse, des mesures de rénovation climatique dans le solaire, dans les turbines, et c'est précisément ce que l'Europe nécessite aujourd'hui. Maintenant, ce plan, il faut absolument poursuivre dans cette voie car les investissements sont impératifs. Et puis, pour l'avenir de nos enfants, il faut faire 2 choses. Investir dans la durabilité, mais également investir de façon durable. Il faut gérer la transition vers une économie émission zéro nette. Et pourtant, il faut reconnaître qu'il y a une nouvelle réalité, celle de la dette publique élevée. Il faut des règles budgétaires permettant des investissements stratégiques tout en sauvegardant la durabilité sur le plan budgétaire. Il faut des règles parées pour les défis de la décennie. Et par conséquent, en octobre, nous allons présenter de nouvelles idées pour la gouvernance économique. Je vous ferai part de quelques principes élémentaires. Les États membres devraient avoir plus de flexibilité en matière d'étalonnement de la réduction de la dette, mais il faudrait qu'il y ait plus de redevabilité concernant ce qui a été agréé. Concernant les mesures à mettre en œuvre, il faudrait qu'il y ait des règles plus simples qui pourront être suivies par tous, de façon à ce qu'on ait une marge de manœuvre pour des investissements stratégiques qui sont nécessaires et pour que les marchés financiers aient la confiance dont ils ont besoin. Donc, traçons à nouveau une voie vers l'avenir. Il faut plus de liberté pour investir, c'est nécessaire, plus de contrôle concernant le processus. Ce qui a été agréé doit être suivi des faits. Les États membres doivent mieux s'approprier ce qui a été décidé. Il faut des résultats pour les citoyens. Donc, redécouvrons l'esprit de Maastricht. La stabilité et la croissance ne sauraient aller que de pair. Parce que, mesdames et messieurs les députés, nous nous embarquons dans cette transition.
transition dans notre économie. Et ce faisant, nous devons nous accrocher aux valeurs durables de l'économie sociale de marché. C'est une idée belle, simple, qui consiste à dire que la plus grande force de l'Europe se retrouve dans chacun et dans chacune d'entre nous. Notre économie sociale de marché encourage chacun, pousse vers l'excellence, mais prend également en compte la fragilité humaine et couvre les grands risques de la vie, la pauvreté, la maladie, la vieillesse, récompense la performance et garantit des protections, ouvre des opportunités, mais fixe également des limites. Et c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui plus que par le passé, parce que la force de notre économie sociale de marché sera la locomotive de la transition verte et numérique. Et cela se fera avec les PME. Mais il faut trois choses. Est-ce que nous avons un environnement propice pour faire des affaires? Est-ce que nous avons une main-d'œuvre dotée des qualifications nécessaires? Est-ce qu'on a accès aux matières premières nécessaires à notre industrie? Voici les trois questions cruciales auxquelles il faudra apporter une réponse maintenant, de façon à ce que nous puissions avoir un futur suivant le modèle que j'ai énoncé à l'instant. Il faut lever les obstacles qui continuent à freiner les PME. Les PME doivent être au centre de cette transformation, car elles constituent l'ossature de notre industrie. Dans la longue histoire de prouesse industrielle de l'Europe, les PME étaient là et ont toujours donné la priorité aux employés, même en temps de crise. Mais l'inflation et l'incertitude pèsent tout particulièrement sur ces PME. C'est pour cette raison que nous allons mettre sur la table un paquet de soutien aux PME. Il y aura une proposition de règles fiscales uniques pour faire des affaires en Europe. Ça s'appellera BEFIT. Il sera plus facile de faire des affaires dans l'Union européenne, moins de bureaucratie, un meilleur accès au dynamisme de notre marché continental et, mesdames et messieurs les députés, l'heure est vraiment venue que nous révisions la directive sur les arriérés de paiement. Parce que ce n'est pas juste qu'une faillite sur 4, 25% des faillites, soient liées à des factures non honorées en temps utile. Ce n'est pas possible. Pour des millions d'entreprises familiales, il faut réviser cette directive. Ce sera une perche tendue dans des eaux agitées. Mesdames et messieurs les députés, la deuxième thématique, c'est le manque de personnel. Et c'est un grand défi pour l'Europe et pour les entreprises européennes. Le nombre de chômeurs est à un niveau historiquement bas, 6%. Mais dans le même temps, le nombre de postes vacants atteint un niveau élevé. Le personnel des hôpitaux, les ingénieurs, les informaticiens, des apprentis jusqu'à l'université, l'Europe a besoin de tous. Il faut bien plus investir dans la formation continue. Et c'est pour cela qu'on souhaite coopérer avec les entreprises, car c'est ces entreprises qui savent au mieux quelle main-d'œuvre il leur faut aujourd'hui et quelle main-d'œuvre il leur faudra à l'avenir. Et il faut mieux faire correspondre ces besoins avec les souhaits des demandeurs d'emploi. Nous avons le FSE, qui est un grand instrument, mais il nous faut un instrument permettant d'utiliser ces fonds de façon efficace. Et puis, il y a un deuxième élément qui est important. Il faut, de façon ciblée, embaucher de la main-d'œuvre qui vient de l'étranger et qui renforcera notre économie. Il faudra donc reconnaître mieux et plus vite les qualifications de ces étrangers. Cela rendra l'Europe plus attractive. Et par conséquent, je propose, alors on ne peut pas en discuter ici, c'est un thème extrêmement vaste, je propose qu'à l'horizon 2023, on décrète l'année européenne des qualifications. Voici la voie qu'il faut suivre. Et puis, mesdames et messieurs, il y a un troisième point qui est important.
et qui concerne notre industrie et nos PME en Europe. Peu importe qu'il s'agisse de micropuces pour la réalité virtuelle ou les cellules pour le photovoltaïque, l'accès aux matières premières est déterminant pour que nos transformations vers une économie numérique puissent fonctionner. Le lithium sera bientôt plus important que le pétrole et le gaz. Et puis notre besoin en termes de terres rares sera quintuplé d'ici 2030. Lorsqu'on voit à quelle vitesse on a avancé sur le pacte vert, on voit qu'on peut agir. Le problème, c'est que un seul pays maîtrise pratiquement tout le marché. Il faut éviter à nouveau de nous retrouver dans une situation de dépendance, comme c'est le cas pour le gaz et le pétrole. Et pour cela, plusieurs mesures seront nécessaires. Et là, cela nous renvoie à notre politique commerciale. Il faut d'autres partenariats. Sur le plan géographique, ces matières premières existent un peu partout, pas en un seul endroit. Et par conséquent, il faut de nouveaux partenariats. Non seulement pour renforcer notre économie, mais avant tout pour pouvoir faire avancer nos intérêts et nos valeurs sur le plan global. Et avec des partenaires qui sont au diapason de nos idées, nous pouvons fixer au-delà des frontières des normes en matière de travail, en matière environnementale, qui constitueront des garanties. Par conséquent, il faut de nouvelles relations avec d'autres partenaires commerciaux dans des régions en croissance. L'accord avec le Chili, le Mexique et la Nouvelle-Zélande, ces accords seront présentés à la ratification et il faudra avancer avec l'Australie et l'Inde. Il faut tirer les enseignements des erreurs du passé. Is only a first step. Mais la garantie de l'approvisionnement n'est qu'un premier pas. Il va falloir également gérer ces méthodes. Et aujourd'hui, c'est la Chine qui contrôle l'industrie de fabrication. Presque 90% des terres rares et 60% du lithium sont traités et fabriqués en Chine. Nous allons donc identifier des projets stratégiques tout au long de la chaîne d'approvisionnement, depuis l'extraction jusqu'au raffinage, depuis la fabrication jusqu'au recyclage. Nous allons préparer des réserves stratégiques si les stocks sont en risque. C'est pour cela que j'annonce aujourd'hui un acte sur les matières premières critiques. Nous savons que c'est une approche qui peut fonctionner. Il y a 5 ans, l'Europe a lancé déjà un système de résilience pour les batteries. Et très vite, les 2/3 des batteries dont nous avions besoin ont été produites ici en Europe. Une immense réussite. L'année dernière, j'ai annoncé l'acte européen sur les puces électroniques. Et cela a eu ses effets. Nous devons, pour les matières premières, faire de même. Et c'est également la raison pour laquelle nous allons accroître notre participation financière aux projets importants d'intérêt européen. Et pour l'avenir, eh bien, j'assisterai pour créer un nouveau fonds de souveraineté européen. En effet, nous devons veiller à ce que l'avenir de l'industrie se construise en Europe. Mesdames et messieurs les députés, nous regardons autour de nous, nous voyons l'état du monde aujourd'hui, et bien souvent, nous avons l'impression que peu à peu, ce qui semblait être permanent disparaît. Et dans un sens, le décès de la reine Élisabeth II, la semaine dernière, nous a tous rappelé ce fait. Elle est une légende. She was a constant. Elle a été un élément constant
Pendant tous les bouleversements qu'a vécu le siècle dernier, elle a toujours été stoïque, présente dans son service, et elle a toujours su trouver les bons mots à chaque moment. Depuis l'appel qu'elle a lancé en 1940 jusqu'à son discours historique pendant la pandémie, elle s'est adressée au cœur de sa propre nation. Elle s'est également adressée à l'âme du monde entier. Et lorsque je pense à la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, eh bien, je pense à ce qu'elle a dit au moment de la pandémie. Elle a dit, en effet, « Nous l'emporterons et ce sera grâce à nous tous. » Fin de citation. Elle nous a toujours rappelé que notre avenir s'appuie sur de nouvelles idées, mais également sur nos valeurs les plus anciennes. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, nous avons essayé de réaliser les promesses de démocratie et d'état de droit. Et les nations du monde entier ont mis en place un système international pour promouvoir la paix, la sécurité, la justice, le progrès économique. Aujourd'hui, c'est ce que ciblent justement les missiles russes, ce que nous avons vu dans les rues de Boutcha, ce que nous avons vu dans les champs de céréales brûlés, ce que nous voyons aujourd'hui dans la centrale nucléaire de Zaporijia. Ce n'est pas seulement une violation des règles internationales, c'est une tentative délibérée de les supprimer une bonne fois pour toutes. Et c'est un moment crucial de la politique mondiale. Il nous faut repenser notre programme de politique étrangère. Le moment est venu d'investir dans la force de nos démocraties. Et ceci commencera avec un groupe de partenaires, nos amis des nations démocratiques de la planète, ceux qui voient le monde comme nous, qui partagent les mêmes valeurs. Nous devons mobiliser notre pouvoir collectif dans l'intérêt du monde. Nous devons élargir ce groupe de démocratie. La manière la plus immédiate de le faire est d'approfondir nos liens et de renforcer les démocraties sur notre continent. Et il faut commencer par ceux qui sont déjà sur la voie d'entrer dans l'Union européenne. Nous devons nous tenir à leur côté à chaque pas, chaque jour. Car le chemin qui mène à une démocratie plus forte, le chemin qui mène vers l'Union européenne est le même chemin. Et c'est la raison pour laquelle les peuples des Balkans occidentaux, de Moldavie, de Géorgie, d'Ukraine doivent savoir qu'ils font partie de notre famille. Vous êtes l'avenir de notre union et notre union n'est pas complète sans vous. Ce doit être le message que nous leur adressons. And we have seen that there's Et nous avons vu qu'il est nécessaire de nous adresser à d'autres pays au-delà du processus d'adhésion. C'est pour laquelle je soutiens l'appel à une communauté politique européenne. Nous allons présenter nos idées au Conseil européen, mais notre avenir dépend également de notre capacité à aller au-delà de nos partenaires démocratiques, des pays proches et lointains qui partagent nos intérêts, qui sont confrontés aux mêmes défis que nous, comme le changement climatique et la numérisation. Et j'ai annoncé l'année dernière un plan d'investissement, les passerelles mondiales. Elles ont déjà des résultats sur le terrain avec nos partenaires africains. Nous sommes en train de construire des usines au Rwanda et au Sénégal pour fabriquer des vaccins qui seront fabriqués en Afrique, pour l'Afrique, avec technologie de classe mondiale. Et nous sommes en train de faire de même en Amérique latine, dans le cadre de notre stratégie d'engagement global qui doit prendre plus d'élan. Pour ce faire, il faut investir à une échelle mondiale. Nous allons donc agir avec nos amis américains, avec nos amis et partenaires du G7 pour y parvenir. Et c'est dans cet esprit que le président Biden et moi-même allons organiser une réunion des leaders pour annoncer les projets liés à cet investissement. Mesdames et messieurs les députés, cela fait partie du travail que nous faisons pour renforcer nos démocraties. Mais nous ne devons pas
perdre de vue la manière dont des autocrates étrangers ciblent nos propres pays. Des entités étrangères financent des institutions et des instituts qui remettent en cause nos valeurs. La désinformation se retrouve depuis Internet jusqu'au cœur de nos universités. Cette année, l'université d'Amsterdam a fermé un centre de recherche soi-disant indépendant qui en réalité était financé par des entités chinoises. Ce centre publiait des soi-disant recherches sur les droits humains en ignorant toute preuve d'existence de camps de travaux forcés ouïghours, en indiquant que c'était simplement des rumeurs. Ces désinformations sont toxiques pour nos démocraties. Il faut y penser. Nous avons adopté des législations pour nous pencher sur les investissements étrangers dans nos entreprises pour des raisons de sécurité. C'est une bonne chose de l'avoir fait. Mais si nous l'avons fait pour notre économie, ne devrions pas en faire de même pour nos valeurs? Nous devons mieux nous protéger face à des ingérences en ligne. C'est la raison pour laquelle nous allons présenter un pacte pour la défense de notre démocratie. C'est ainsi que nous allons nous pencher sur l'influence étrangère, que nous allons révéler certains financements douteux. Nous ne permettrons pas que des autocraties entrent dans nos démocraties par le biais de chevaux de Troie. Notre continent, depuis des décennies, avance vers la démocratie. Mais c'est un long voyage, pas un court voyage. Et nous sommes nombreux à avoir considéré pendant trop longtemps que la démocratie était un acquis. Surtout ceux qui, comme moi, n'ont jamais su ce que c'est que de vivre sous le joug d'un régime autoritaire. Aujourd'hui, nous avons tous constaté que nous devons nous battre pour la démocratie, et ce, chaque jour, chaque minute qui passe. Nous devons nous protéger face aux menaces extérieures, mais également face aux vices qui les corrompent de l'intérieur. Le devoir de ma commission, le rôle le plus noble de ma commission est de protéger l'état de droit. Je vous assure donc que nous continuerons à insister sur l'indépendance du judiciaire et nous veillerons à protéger notre budget par le biais du mécanisme de conditionnalité. Et je voudrais aujourd'hui insister sur la corruption, avec toutes les facettes de la corruption. Des agents étrangers essaient d'influencer notre système politique. Des sociétés douteuses, des fondations douteuses abusent des fonds publics. Si nous voulons être crédibles lorsque nous demandons à des pays candidats de renforcer leur démocratie, alors nous devons aussi éradiquer la corruption chez nous. Et c'est pour cela que, dans l'année qui vient, la Commission va présenter des mesures pour mettre à jour notre cadre législatif de lutte contre la corruption. Nous allons revoir certains délits tels que l'enrichissement illicite, le trafic d'influence, l'abus de pouvoir, et nous allons élargir la définition au-delà des délits les plus classiques tels que la corruption par le biais de pots de vin. Nous allons également inclure la corruption dans notre régime de sanctions vis-à-vis de l'étranger. Mesdames et messieurs les députés, nos pères fondateurs ont simplement posé les premières pierres de notre démocratie. Ils ont toujours pensé que les générations futures continueraient leur travail. Et c'est vrai, c'est un processus qui est toujours en cours. La démocratie n'est pas démodée, mais elle doit se mettre à jour pour continuer à améliorer les vies des citoyens. N'oubliez pas ces mots. Ce sont les mots prononcés par David Sassoli, notre ami, un grand Européen. La démocratie n'est pas démodée, mais elle doit se mettre à jour pour continuer à améliorer la vie des citoyens. David Sassoli pensait que l'Europe devrait toujours se tourner vers de nouveaux horizons.
Et dans l'adversité que nous connaissons, nous avons commencé à voir ce que peut être notre nouvel horizon, celui d'une union plus courageuse, proche de ses citoyens dans les moments difficiles, prête à relever les défis historiques, prête à répondre aux besoins de nos citoyens au quotidien, prête à travailler avec eux lorsqu'ils sont confrontés aux épreuves de la vie. C'est pour cela que la conférence sur l'avenir de l'Europe a été si importante. C'est ainsi que nous avons vu un autre type d'engagement des citoyens, au-delà du simple jour des élections. Et après avoir écouté les voix des citoyens, nous devons à présent leur répondre. Les panels des citoyens, qui ont joué un rôle crucial pour cette conférence, vont maintenant devenir un élément régulier de notre vie démocratique. Et dans la lettre d'intention que j'ai envoyée aujourd'hui à la présidente Metsola et au Premier ministre Fiala, j'ai souligné plusieurs propositions pour l'année qui vient, suite aux propositions émanant de la conférence sur l'avenir de l'Europe. On y retrouve par exemple une nouvelle initiative sur la santé mentale. Nous devrions mieux prendre soin de nos amis, de nos partenaires, de nos proches. Et nombreux sont ceux qui souffrent d'anxiété, qui se sentent perdus. Il faut des soins accessibles et abordables, car cela peut faire la différence entre la vie et la mort. Et nous savons qu'aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de soutien adéquat, accessible, abordable. Avec notre proposition sur la santé mentale, il faudra vraiment améliorer ce sujet. C'est crucial pour la vie de certaines familles européennes. Honourable members. Mesdames et messieurs les députés, les institutions démocratiques doivent toujours remporter la confiance des citoyens, comme l'ont fait les Européens lorsque des millions d'Ukrainiens sont venus frapper à leur porte. Là, nous avons vu l'Europe sous son meilleur jour, une Europe déterminée et solidaire. Mais cette détermination, cette solidarité, nous l'attendons toujours dans notre débat sur l'immigration. Notre action vis-à-vis des réfugiés ukrainiens ne doit pas être une exception. Il peut s'agir d'un modèle pour l'avenir. Nous avons besoin de procédures équitables et rapides, d'un système qui résiste aux crises, que l'on puisse mettre en place rapidement, et un mécanisme permanent, juridiquement contraignant, qui garantisse la solidarité. Nous avons besoin en même temps d'un contrôle efficace de nos frontières extérieures, tout en respectant les droits fondamentaux. Je veux une Europe qui gère l'immigration de manière digne et respectueuse. Je veux une Europe dans laquelle tous les États membres assument la responsabilité des défis que nous partageons tous. Je veux une Europe qui fasse preuve de solidarité vis-à-vis de tous ces États. Nous avons progressé, nous avons maintenant une feuille de route, nous avons besoin maintenant d'une volonté politique pour aller de l'avant. Mesdames et messieurs les députés, il y a 3 semaines, j'ai eu l'opportunité de me joindre à 1500 jeunes Européens, et au-delà du monde européen d'ailleurs, qui se sont réunis à Thésée. Ils ont des points de vue très divers. Ils viennent de pays très différents, ils parlent des langues différentes, ils ont des passés différents. Et pourtant, il y a quelque chose qui les unit. Ils partagent certaines valeurs, certaines idées, et ils y croient en ces valeurs. Ils sont bien décidés à les réaliser. Ils ont une passion pour quelque chose qui les dépasse. Et cette génération est une génération phénoménale, c'est une génération de rêveurs, mais aussi de faiseurs. Dans mon dernier discours sur l'état de l'Union, je vous ai dit que j'aimerais que l'Europe soit plus comme ces jeunes. Nous devrions placer leurs aspirations au cœur de tout ce que nous faisons. Et c'est dans nos traités fondateurs que l'on peut le faire. Toute action prise par notre Union doit s'inspirer de ces principes très simples que l'on trouve
nous ne devons pas porter préjudice à l'avenir de nos enfants et nous devons faire du monde un endroit où il fera mieux vivre pour les générations futures. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il est temps d'inscrire la solidarité intergénérationnelle dans nos traités. Il est temps de refaire cette promesse européenne, de la renouveler. Il est temps d'améliorer également la manière dont nous faisons et dont nous décidons des choses. Certains diront peut-être que ce n'est pas le bon moment, mais si nous voulons vraiment nous préparer pour le monde de demain, alors nous devons être capables d'agir pour ceux qui comptent le plus pour la population. Et si nous voulons vraiment avoir une Europe plus importante, plus grande, alors nous devons vraiment être sérieux quand nous parlons de réforme. Et je pense que le moment est venu d'organiser une convention européenne. Honourable members. Mesdames et messieurs les députés, on dit que c'est dans l'obscurité que la lumière est la plus forte. Et c'est certainement vrai pour les femmes et les enfants qui ont fui les bombes qui tombaient sur l'Ukraine. Ils ont fui un pays en guerre, plein de tristesse, plein de peur face à ce qui pourrait peut-être les attendre. Mais ils ont été accueillis les bras ouverts, les cœurs ouverts, par de très nombreux citoyens, comme Magdalena, comme Agnieszka, deux jeunes femmes désintéressées, polonaises. Dès qu'elles ont entendu parler de ces trains pleins de réfugiés, elles se sont précipitées à la gare de Varsovie. Elles ont commencé à s'organiser, elles ont monté une tente pour assister le plus de monde possible. Elles se sont adressées aux chaînes de supermarchés pour obtenir de la nourriture. Elles se sont adressées aux autorités publiques pour obtenir des bus, des centres d'accueil. Elles ont collecté plus de 3000 volontaires en quelques jours seulement pour accueillir les réfugiés 24 heures sur 24. Mesdames et messieurs les députés, Magdalena et Agnieszka sont aujourd'hui parmi nous. Levez-vous, s'il vous plaît. Magdalena, stand up. Magdalena, levez-vous. Their stories about everything our union stands and Elle représente tout ce que l'Union représente, le cœur, le caractère, la solidarité. On voit ainsi ce que peut faire l'Europe quand elle se réunit, quand elle se retrouve au cours d'une cause commune. C'est ça l'esprit de l'Europe. Une Europe qui est forte ensemble, une Europe qui l'emporte ensemble. Vive l'Europe. Merci. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, 200 jours que le peuple ukrainien combat l'agresseur russe. 200 jours qu'il se bat pour leurs valeurs et celles de l'Europe. Leur combat est notre combat, celui de la démocratie contre l'autocratie, celui de l'état de droit contre la loi du plus fort, celui de la liberté contre l'oppression, celui de notre union contre ses opposants. À tel point que les populistes osaient même plus dire qu'ils étaient anti-européens. Aujourd'hui, on entend à nouveau leurs propositions dangereuses parce que la guerre, et je dis bien la guerre et pas les sanctions, la guerre a des conséquences de plus en plus directes dans le quotidien de nos concitoyens, sur le prix de l'énergie, sur la quantité d'aliments, peut-être demain sur le nombre d'emplois disponibles en Europe. Or, nos démocraties ont les moyens d'y répondre, vite et bien. L'Europe est l'échelon le plus efficace et votre discours, Madame la Présidente, en est la preuve, vos propositions aussi, et pour cela, je vous remercie de l'exercice démocratique que vous venez de faire à l'instant. Sur le front de tous ces chantiers, nous vous soutenons d'ailleurs sur d'abord le premier front qui est le front de l'énergie. Le front de l'énergie, mon groupe est favorable à un bouclier énergétique européen pour la baisse des factures et je pense qu'on peut même soulever deux types de solidarité européenne. Le premier type de solidarité européenne est envers d'abord les citoyens et nos PME, en utilisant les rentes des producteurs d'énergie, en mettant un plafond aux importations de gaz,
Le deuxième type de solidarité, c'est la solidarité entre les États membres et nos voisins, en achetant ensemble l'énergie, en échangeant les surplus, en investissant davantage sur les renouvelables et la rénovation énergétique des bâtiments. Il s'agit pour nous, et c'était l'objectif de notre groupe également, de faire de notre continent le premier à sortir des énergies fossiles. Alors oui, sur les bancs des extrêmes, on a des solutions toutes faites. C'est la fin des sanctions, comme si les sanctions étaient la cause du mal des Européens, alors même que la Russie baisse de 6% son PIB et que l'armée russe en est réduite à se fournir en Iran et en Corée du Nord pendant cette guerre. Incompétence ou convenance, je ne sais pas, vu les éléments et les informations que nous avons eues hier soir sur des montants astronomiques, 300 millions d'euros qui auraient été versés à des partis politiques en Europe et à l'étranger pour faire de l'ingérence. Il faudra voir cette question, il faudra que le Parlement s'en saisisse, il faudra que les institutions s'en saisissent. Vous avez fait référence à des propositions contre l'ingérence à l'étranger et je pense que mon groupe se joindra à tous ces sujets. On y a déjà travaillé, il faudra y travailler davantage puisque c'est un sujet avant tout démocratique. Le deuxième front, Madame la Présidente, c'est la souveraineté. La souveraineté, nous devons réduire toutes nos dépendances. Sur l'alimentation, et là je faisais une parenthèse, l'alimentation, nous ne pouvons pas risquer une rupture d'approvisionnement en Europe. Il faudra travailler en amont, regarder la production, sur les matières premières, sur la santé, sur le numérique, sur les infrastructures de défense. Mon groupe est favorable à un nouveau plan d'action pour identifier nos vulnérabilités et renforcer nos chaînes de valeur en Europe. En tant qu'Européens, nous devons nous poser chaque jour la même question et en tant que parlementaires, davantage, est-ce que cette décision nous rend plus souverains ou plus dépendants ? Nous proposons ainsi un test de souveraineté pour vérifier la conformité de tous les acquis européens, de toute nouvelle législation ici construite entre la Commission et le Parlement européen, tous nos budgets et tout nouvel investissement dans le futur. Il est temps d'alimenter et d'aligner maintenant l'ensemble de nos politiques publiques sur les objectifs d'autonomie stratégique et faisons de notre Union européenne une puissance économique et géopolitique. Vous l'aviez d'ailleurs indiqué dans votre première intervention devant cet hémicycle en début de mandature. Cette souveraineté, c'est la clé pour garantir l'égalité, l'équité et la qualité de vie de nos concitoyens européens, la croissance économique, la transition écologique et également notre place dans le monde. Madame la Présidente, toutes ces propositions posent également la question fondamentale de nos cadres institutionnels et budgétaires. L'Union a démontré une certaine agilité, voire même une flexibilité ces derniers mois. Mais deux questions, au-delà de la question de génération et de la convention que vous proposez, vont nous rattraper, c'est une évidence. D'abord, jusqu'à quand arriverons-nous à décider à l'unanimité et à quel prix ? Et deuxièmement, jusqu'où devons-nous investir en commun et sur quelles priorités ? Ce sont aussi des questions qu'on doit se poser si nous lançons une grande convention et ne pas le restreindre à un seul point, peut-être avec la question du Conseil. Nous devons agir avec une organisation. Nous avons été les premiers à demander une conférence sur l'avenir de l'Europe avec maintenant une révision de notre budget et une convention qui doit faire suite. Je pense que la position de mon groupe est claire et ne vous surprendra pas. Le dernier front, et j'en finis là-dessus, il ne vous surprendra pas non plus, c'est l'état de droit. L'état de droit, nos valeurs doivent être notre boussole. Ce qui se joue à l'extérieur de nos frontières est aussi en jeu à l'intérieur de l'Union européenne. Je pense notamment à Orban. Pas un centime ne doit aller à M. Orban. Regardez depuis maintenant 10 ans où notre indifférence nous a mené. La corruption et les discriminations ont explosé dans ce pays. Les médias hongrois sous contrôle diffusent maintenant de la propagande russe et les élections ne sont même plus équitables. Je pense aussi à la Pologne, même si le cas est différent, mais ces dérives, Madame la Présidente, doivent être combattues. À l'heure où d'autres pays pourraient basculer en territoire démocratique inconnu comme l'Italie, nous vous demandons de tenir. Il faudra tenir. Madame la Présidente, nous comptons
beaucoup sur vous, sur l'ensemble des commissaires européens et du collège. Les crises multiples que nous démontrent que notre agenda que nous avions pris en début d'année 2019 est le bon. Transition écologique, résilience économique, modèle démocratique. Tout ça, Renew est fier de ce que nous avons déjà accompli, traverser les crises, prête à vous apporter son soutien pour mener à bien les chantiers que vous avez présentés, sans trembler, sans attente et sans oublier nos priorités et l'ensemble de nos priorités dans cette nouvelle ordre international. Madame la Présidente, je suis convaincu que nous serons collectivement, en Européens, à la hauteur. Merci beaucoup. Madame la Présidente von der Leyen, chers collègues, Madame Olena Zelenska, à quoi bon un discours de politique générale si ce n'est pour répondre aux préoccupations quotidiennes des citoyens européens? Alors, pour vous les rappeler, Madame von der Leyen, je suis venue ici avec les factures que des citoyens m'ont demandé de vous montrer. Celle-là, celle de Gilles, qui a vu le prix de son électricité augmenter de 113 € par mois et qui accompagne son message par « Je ne suis pas sûre de me chauffer cet hiver ». Celle de Grégoire, 2300 € de facture de gaz en à peine 6 mois. Et puis, je pourrais en citer plein d'autres, celle de Brigitte, ici, qui se demande si elle va devoir arrêter de manger ou de s'éclairer cet hiver. Et je vais vous dire, ces gens, ils sont des millions dans leur cas. Des millions à ne plus pouvoir faire face à l'augmentation faramineuse des prix qui ne se limite pas au seul secteur de l'énergie. Des millions à ne plus supporter que pendant que leur salaire stagne 2 fois moins vite que l'inflation, la hausse des prix, les dividendes des actionnaires, eux, ont explosé de 29%. Alors, je vous le concède, ce n'est pas la crise pour tout le monde. Et certains nagent effectivement dans l'abondance, comme dirait un certain Emmanuel Macron. Pendant que 99% des citoyens tirent la langue, une poignée de milliardaires enchaînent les allers-retours entre Paris et Ibiza. Une poignée d'entre eux aussi alimentent des golfs qui sont arrosés largement, le tout en pleine sécheresse et en pleine canicule. Voilà l'état de votre Union européenne, Madame von der Leyen. Et je regrette que vous n'ayez pas parlé de ces gens-là et que vous ayez d'ailleurs assez peu parlé des questions sociales dans votre discours. Et cette crise, elle n'est pas uniquement le résultat de la terrible guerre en Ukraine et du chantage odieux de Vladimir Poutine. Elle est aussi le produit d'un système économique dont vous êtes bien aujourd'hui obligés de reconnaître les failles. Alors, commençons par la taxation des superprofits. Déjà, première nouvelle, vous reconnaissez qu'il existe des superprofits des grandes entreprises multinationales. N'hésitez pas à en parler au ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, qui n'a manifestement pas compris. Alors que dans ce Parlement, nous étions bien seuls à demander une taxation des superprofits, je vois que le débat progresse et que nous sommes en passe de remporter une bataille culturelle. Je ne sais pas si c'est la crainte de nous donner raison, Madame von der Leyen, mais je dois d'ailleurs saluer votre créativité lexicale. Je vous ai imaginé avec un petit dictionnaire des synonymes en cherchant comment éviter de reprendre les termes, en inventant, en contournant les superprofits, en inventant la notion de contribution des profits exceptionnels. Mais je vais vous le dire, la bataille des mots nous importe peu. Ce qui compte, c'est bien le contenu. Pour en donner tout son sens, cette taxation ne doit pas être limitée aux énergies fossiles. Elle doit concerner l'ensemble des entreprises qui ont profité du luxe, qui ont profité de la crise. Celles du luxe comme LVMH, du fret maritime comme CMA CGM, du secteur bancaire comme BNP. Elles sont nombreuses, les multinationales, à avoir fait des super profits, pas uniquement dans le secteur de l'énergie, il faut le dire ici. Sur le marché de l'énergie, c'est la même chose. Je vous revois célébrant au début de votre mandat les vertus du marché. On voit aujourd'hui le résultat avec une débâcle qui illustre à elle seule la crise de votre système de pensée. Rendez-vous compte que la première puissance économique mondiale, l'Union européenne, en est réduite à croiser les doigts pour que le blackout ne soit pas trop nombreux cet hiver et que les gens puissent encore avoir les moyens de simplement s'éclairer ou se chauffer. Alors là aussi, face à l'échec de ce modèle, vous en trouvez la porte à un blocage temporaire, bien sûr, des revenus des énergéticiens
en laissant quand même des marges énormes à ces entreprises, des fois qu'elles se soient pas suffisamment gavées. Les rustines ne suffiront pas. Il faut bloquer les prix au niveau d'avant-crise et sortir l'énergie du marché, car elle est un bien commun, comme l'eau, la santé, la nature et tout ce qui nous est nécessaire pour vivre. La lucidité tardive et partielle ne suffit pas, Madame von der Leyen. Encore faut-il de la cohérence. Et en matière climatique, dont vous avez aussi peu parlé aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est cela qui vous étouffe. Alors que l'Europe vient de vivre l'été le plus chaud de toute son histoire, voilà que vous reprenez à tour de bras la signature d'accords de libre-échange. Notre planète brûle, on dit aux citoyens qu'il faut éteindre le Wi-Fi, mais vous nous demandez encore de vider la mer à la petite cuillère, si dans le même temps vous vous entêtez à importer du lait et de la viande de Nouvelle-Zélande à littéralement 19 000 kilomètres, on ne fait pas plus loin. En fait, voilà le cœur du problème, Madame von der Leyen. La crise vous contraint à changer de pied provisoirement, mais le naturel revient vite au galop. C'est d'ailleurs la même histoire avec la pandémie. Vous nous aviez dit « j'ai compris la leçon », mais vous vous êtes immédiatement retourné ensuite au business as usual. Alors pour conclure, Madame von der Leyen, vous nous parlez du refond du carcan budgétaire, mais comment vous croire quand c'est en échange de plus de contrôle des États membres? Vous nous reparlez d'une convention de réforme des traités, mais comment vous croire quand vous avez ignoré les conclusions de la conférence sur l'avenir de l'Europe? Nous n'avons plus le temps d'attendre et tout repousser à demain. En réalité, vous êtes prisonnière d'un logiciel en panne et d'un modèle en fin de vie, ce modèle d'une politique libérale qui s'effondre, incapable de résoudre les crises que vos politiques ont créées. Face à ça, deux alternatives, la haine, et je regrette, comme mes collègues de ce point de vue-là, que la droite ait fait le choix de s'allier à l'extrême droite, parfois ici et trop souvent dans un certain nombre d'États membres. La droite a choisi son camp, le nôtre, il est clair, c'est celui de la solidarité. Alors je vous demande, Madame von der Leyen, combien de crises faudra-t-il encore pour que vous tiriez enfin véritablement les conséquences de ces échecs? Je vous remercie. Merci beaucoup et je tiens tout d'abord à remercier tous les présidents de groupe pour la large coalition qui soutient les propositions de solidarité en faveur des entreprises et ménages vulnérables. Nous savons que le temps nous est compté et qu'il faut agir vite, mais quand je regarde Madame Aubry et les factures qu'elle nous a montrées, c'est vrai, en français on dirait elles sont insupportables, c'est vrai, mais envoyer ces factures à Moscou, parce que c'est à eux qu'il faut les envoyer, c'est eux qui sont à la source de nos problèmes. J'aurais une demande à vous faire. Vous dites tout, il faut faire vite, il faut faire vite, il faut faire vite, le temps compte. Vous avez fait des choses phénoménales pour le certificat Covid. Alors faites-le avec Repower EU également, parce que vous demandez des investissements dans les renouvelables, des projets transfrontaliers, plus de 300 milliards d'euros pourraient être investis dans des projets transfrontaliers. Vous demandez un processus de permis rapide, mais la possibilité, c'est Repower EU. Vous voulez stabiliser les prix de l'ETS, ça aussi, sans de Repower EU. Tout un tas d'argent également. Alors, s'il vous plaît, faites vite, vous aussi. J'ai adressé la même demande au Conseil européen. Chers États membres, vous devez faire vite. Faites un miracle comme vous l'avez fait pour le Covid. Stéphane Séjourné, vous avez raison. Nous devons absolument mettre Poutine face à ses mensonges, notamment en matière alimentaire. Rien dans nos sanctions n'empêche la Russie d'exporter la nourriture et les engrais vers les pays vulnérables. On n'a pas arrêté de le dire parce que c'est la vérité. La Russie prétend le contraire et elle ment. La Russie a bloqué les ports ukrainiens et notre solidarité avec l'accord des Nations Unies ont maintenant permis l'exportation de 10 millions de tonnes de graines. Aujourd'hui, plus de 10% de ces exportations de céréales vont vers des pays à faible et moyen revenu en Afrique, au Proche-Orient et en Asie. Donc, ce sont les céréales ukrainiennes qui ont fait baisser les prix. Pour le maïs et d'autres produits ont baissé de 20%. Ils ont carrément retrouvé le niveau d'avant la guerre.
Mais le fait, c'est que c'est Poutine qui a créé cette crise alimentaire et ces prix alimentaires, et l'Union européenne et les Nations unies font tout pour y remédier. Et à propos de l'agriculture, nous sommes un producteur et exportateur agroalimentaire très important et ça nous donne une responsabilité toute particulière quand beaucoup de pays n'ont pas suffisamment de nourriture. C'est pour cela que nous avons autorisé la culture de toute variété et l'utilisation des jachères. Il y a également le prix de l'énergie et les prix des engrais qui posent problème aux agriculteurs. Et donc, tout au début de la guerre, nous avons déclenché la réserve de crise dans la politique agricole. Cela dégèle jusqu'à 500 millions d'euros pour les secteurs agricoles les plus touchés et les États membres peuvent rajouter 1,4 milliard d'euros pour le développement rural. N'oubliez pas, les États membres peuvent également utiliser les recettes des contributions de solidarité qu'on vient de mettre sur la table comme proposition pour les compagnies du oil et gas pour soutenir la production d'engrais en Europe. Mais finalement, et cela vaut pour l'ensemble de la crise énergétique, il y a une vérité toute simple qui s'applique tant aux engrais qu'à l'énergie. Plus on économise, moins on paye. Et moins d'engrais basés sur des combustibles fossiles, moins on est dépendant des importations de fossiles. Dans les derniers mois, au niveau mondial et partout en Europe, chacun d'entre nous a senti plus que jamais l'énorme impact de la crise climatique mondiale. Vous en avez tous parlé, les canicules, les fortes pluies, les inondations, les sécheresses dévastatrices qui ont détruit les cultures, les subsistances. Tout cela nous incite à agir plus rapidement que jamais auparavant. Agissons tous ensemble. Nous avons une agriculture résiliente, durable, qui préserve la biodiversité et les sols fertiles, sains. Et les désastres mentionnés précédemment mettent tout cela à mal. La dépendance des pesticides et des engrais sont cruciaux. Utiliser les ressources naturelles qui nous ont été confiées de manière prudente, avec soin et précaution. C'est cela que nous devons faire. Merci Madame la Présidente du Parlement, Madame la Présidente de la Commission européenne. Nous y sommes, voilà les peuples d'Europe au pied du mur. Si l'état d'urgence énergétique doit aujourd'hui être déclaré, la guerre n'y est pas étrangère, mais ce sont d'abord et avant tout vos errements successifs que nous payons aujourd'hui. Vous illustrez parfaitement le proverbe français « L'enfer est pavé de bonnes intentions ». Vous vouliez sortir de notre dépendance aux énergies fossiles, vous nous avez mis entre les mains de la Russie, des États-Unis, de la Chine et des pétromonarchies du Golfe. Vous prétendiez décarboner notre économie, nous rouvrons des centrales à charbon en raison d'une guerre absurde et irrationnelle menée contre le nucléaire sous la pression des Verts. Vous vouliez effondrer l'économie russe, vous lui avez offert une manne financière inespérée en démultipliant ses revenus d'hydrocarbures. Vous prétendiez défendre l'écologie, vous importez du gaz de schiste américain à grand renfort de méthanier. Vous vous placez en défenseur des valeurs de l'Europe, vous vous mettez aujourd'hui à genoux devant l'Azerbaïdjan qui bombarde le valeureux peuple d'Arménie parce que vous mendiez ses hydrocarbures. Vous vantiez les mérites de l'Europe sociale, vous préparez maintenant le rationnement de millions de familles françaises et européennes qui n'ont jamais tant redouté l'hiver qui vient. Par vos incohérences, par vos revirements insensés, par vos renoncements à la souveraineté, vous plongez nos peuples et ces entreprises dans la détresse en les confrontant à des urgences que l'on croyait d'un autre temps. La baisse de la TVA sur l'énergie, le retour à une saine maîtrise des prix par la sortie du marché européen de l'électricité, la taxation des superprofits comme le soutien indéfectible à la filière nucléaire sont autant de mesures indispensables pour empêcher que nous ne revenions à l'âge de pierre économique. Madame von der Leyen, partout les peuples d'Europe sont en colère. Il n'est pas loin le temps où ils vous demanderont avec la sévérité d'un juge devant le coupable « Qu'avez-vous fait du rêve européen ?» Je vous remercie. Madame la Présidente, merci pour ce discours et puis merci à cet hommage pudique que vous avez fait aux écologistes en parlant des précurseurs qui avaient pensé dès les années 70 que le fossile avait ses limites. Je dis hommage pudique parce que vous ne nous aviez pas cité, mais je sais que vos pensées nous accompagnaient. Madame la Présidente, pour les efforts que nous allons devoir faire, pour la transition écologique que nous devons mener, il faut des moyens. Et il y a une question politique fondamentale qui se pose. C'est que quand on veut financer des changements,
il faut poser la question qui paye? Je vous remercie d'avoir proposé cette fiscalité exceptionnelle sur ce qu'on appelle les super-profits. Notre conviction est qu'il ne faut pas réduire la fiscalité aux super-profits, mais aux profits en général, et notamment aux transactions financières, etc., etc. Vous savez que pour financer le plan de relance, et les plans de relance peut-être à venir, nous sommes en discussion pour obtenir cette fiscalité juste. Nous avons besoin de votre soutien pour que les États consentent à ces efforts. Et pour finir, vous dire que les visionnaires que nous étions il y a 40 ans vous appellent à entendre aujourd'hui que l'hydrogène n'est pas la formule magique pour résoudre nos problèmes énergétiques. Il faut d'abord penser la sobriété juste et le développement des énergies renouvelables de façon décentralisée. Madame la Présidente, je vous remercie. Madame la Présidente, la crise que nous vivons nous impose à tous de revenir à la réalité, en particulier sur le plan de l'énergie. Pour sortir de nos dépendances, pour protéger l'environnement, nous n'avons plus droit aux illusions. Vous voulez développer massivement l'éolien et vous avez cité le Danemark comme modèle. Mais avec près de 10 000 éoliennes, le Danemark reste dépendant de ses centrales à charbon et doit importer de l'électricité. Celle que la Suède voisine produit et exporte est 50% moins carbonée grâce au nucléaire. Comment sortir de l'impasse si nous n'ouvrons pas les yeux? Si nous envoyons du gaz en Allemagne pour l'aider à passer l'hiver, tout en la laissant fermer ses centrales nucléaires en activité? Si pour arrêter de payer le gaz russe, nous payons le gaz azéri, devenant ainsi dépendants d'une autre dictature criminelle. Et j'ose espérer, Madame la Présidente, que nous sanctionnerons ensemble l'agression lancée hier par Aliyev contre l'Arménie. Il ne s'agit pas seulement d'énergie. Revenir à la réalité, c'est refuser ces nouvelles règles qui feront baisser la production agricole en Europe alors que les prix de l'alimentation augmentent partout dans nos pays. C'est recommencer à produire plutôt que de miser sur la multiplication d'accords commerciaux datés. C'est rompre avec la spirale d'une dette commune qui nous rendra vulnérables demain. C'est défendre Frontex et maîtriser nos frontières plutôt que de fragiliser son mandat. Ce n'est pas recruter seulement des talents à l'étranger, mais c'est d'abord mieux former nos jeunes. Vous voulez, Madame la Présidente, inscrire la solidarité entre les générations dans nos traités et nous partageons cet esprit, mais cela commence sans doute par là. Merci beaucoup. Thank you very much, honourable members and Madam President. Merci, Mesdames et Messieurs les députés. Merci, Madame la Présidente, pour ce débat animé. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre large soutien pour l'appui que nous apportons à l'Ukraine. Cela a été très majoritairement le cas ici au Parlement européen. Je sais que vous êtes des défenseurs de l'Ukraine et vous l'avez réitéré aujourd'hui avec force. Je vais aborder quelques thèmes. Bien sûr, je ne pourrai pas répondre à toutes les questions qui ont été posées. Je voudrais parler de la crise énergétique et je voudrais que les choses soient bien claires, qu'il n'y ait aucun doute ici sur le fait que c'est Poutine qui a déclenché cette crise de l'énergie. J'ai vécu une expérience étrange. J'ai écouté un député du groupe ID qui semblait, en tout cas, être naïf au point de penser que Poutine avait commencé à utiliser le gaz comme arme le 24 février de cette année. Mais ça fait longtemps que ça se préparait. Franchement, pensez à l'an dernier, Gazprom, aux mains de l'État russe, avait déjà réduit des niveaux de gaz. Êtes-vous vraiment naïf ou est-ce que vous voulez vraiment ne pas voir la réalité en face? Then I heard from an MEP of Renew. Ensuite, un député de Renew a dit, à juste titre, que les mesures énergétiques que nous avons proposées hier et que je vous ai expliquées aujourd'hui doivent être limitées dans le temps. Bien sûr, elles le sont. C'est la raison pour laquelle nous utilisons l'instrument d'urgence, le 122B. Je sais que le Parlement européen ne l'apprécie pas beaucoup et je le comprends. Mais si vous prenez l'article 122, eh bien, on y mentionne la question de l'énergie et l'une des conditions essentielles est que ce doit être des mesures appropriées, rapides et limitées dans le temps. C'est d'une logique en soi-même. Ensuite, Hilde a posé la question des échéanciers. Eh bien, nous espérons que la proposition
que nous avons faite hier fera l'objet d'une décision du Conseil fin septembre pour qu'on puisse lancer l'application. Mais la grande réforme que beaucoup d'entre vous ont appelée de leur vœu, par exemple le découplage du gaz du système électrique, eh bien, cette réforme se fera à la fin de l'année et c'est vraiment quelque chose à quoi nous devons nous attacher tous ensemble avant la fin de ce mandat, car il est important de changer complètement le fonctionnement du marché de l'énergie. Sur la défense, je comprends vos requêtes, mais je voudrais vous rappeler que nous avons fait beaucoup pour créer l'armée européenne. La PESCO est en place, le Fonds pour la défense est en place, mais maintenant, il faut aller plus loin. Alors, je sais que je ne prêche pas dans la bonne église ici, en partie parce que mon appel, en fait, doit être entendu par les États membres, mais c'est la raison pour laquelle nous avons déjà mis des instruments en place. Continuons à travailler là-dessus, ça devrait être notre tâche. À M. Bütikofer, je voudrais dire ceci. Les Global Gateways et la question des relations avec la Chine. Les Global Gateways, je pense qu'ils méritent un débat indépendant. Je vous ai dit qu'avec le président Biden, il y aura un sommet pour aborder ces questions, pour être concret, pour montrer où nous avons obtenu des résultats ensemble. Ces investissements qui sont une alternative par rapport à ce que le monde a vu jusqu'à présent de la Chine, des investissements importants de haute qualité et ne laissant pas aux pays où les projets ont été menés avec une énorme dette, alors que c'est toujours le cas pour les projets qui sont menés par la Chine. Bien sûr, ce thème mériterait un débat à part entière. Mais le fait que quelques semaines avant que la Russie ne lance l'invasion de l'Ukraine, la Chine et la Russie aient signé un contrat d'amitié illimité est véritablement très parlant. Et je vous remercie pour le soutien au renforcement de nos PME. Nous proposerons un paquet, comme je l'ai dit. Je serais heureuse d'entendre non seulement ce que nous ne devrions pas faire, mais aussi ce que nous pourrions faire. Je pense que c'est une approche constructive envers les réformes dont nous avons besoin. Je pense que c'est une tâche noble de la Commission et de ce Parlement. Et ensuite, pour renforcer nos démocraties, j'ai eu une question demandant quand on allait agir sur le travail forcé dans les produits que nous consommons. Nous avons fait une proposition. Elle est maintenant dans vos mains. Longue vie à l'Europe et je vous remercie pour ce débat. Merci. Voilà pour ce discours d'Ursula von der Leyen sur l'état de l'Union. N'hésitez pas à lire les articles de la rédaction sur notre site. Je vous donne l'adresse et elle s'affiche, c'est publicsena.fr. Vous y retrouverez notamment cet article avec le débrief, une édition spéciale d'Ici l'Europe, présentée par Marie Brémaud et Caroline de Camaret, qui revient précisément sur ce discours. Très belle suite des programmes sur les chaînes parlementaires.